Le matin du 14 octobre 2010 commença comme tant d'autres dans la paisible ville de Maple Ridge, en Virginie. L'automne venait de s'installer, apportant avec lui ce genre de matin où l'air est si vif qu'on peut voir son propre souffle, et où le quartier semble encore à moitié endormi sous un fin voile de brume. Dans une modeste maison bleue à 2 étages en bordure de la ville, Rachel Monroe, 33 ans, était déjà debout, accomplissant sa routine matinale avec ce rythme régulier que tous les parents connaissent par cœur. L'horloge de la cuisine affichait 6h41. La machine à café fredonnait en arrière-plan tandis que l'odeur du pain grillé beurré emplissait l'air. Rachel préparait les déjeuners, lassait les chaussures et pressait ses 2 enfants, Evan, 9 ans, et Grace, 6 ans, pour qu'ils ne manquent pas la sonnerie de l'école. Ses amis la décrivaient comme une femme calme, fiable et discrète, quelqu'un qui gérait le chaos de la vie avec une grâce silencieuse. Mais ce matin-là, elle semblait distante, pas tout à fait elle-même. Une voisine d'en face, Madame Darden, dirait plus tard à la police que Rachel avait l'air un peu pâle, comme si elle avait peu dormi. Rachel fit un signe de la main en installant les enfants dans sa Toyota Camry Bordeaux, mais son geste parut mécanique. Son mari, Michael, était déjà parti travailler sur le chantier de construction qu'il supervisait à 30 minutes de là. De l'avis de tous, ce fut un jeudi ordinaire, mais ce fut aussi le dernier matin normal que sa famille connaîtrait jamais. À 7h43, la Camry se gara sur le parking de l'école primaire de Ridgeview. Rachel aida Grace à sortir de la banquette arrière, ajusta la sangle de son sac à dos et tendit à Evan son projet de science, un système solaire en carton soigneusement enveloppé de papier d'aluminium et de colle. Les enseignants racontèrent plus tard que Rachel souriait en accompagnant ses enfants jusqu'aux portes d'entrée, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Elle semblait distraite, comme si son esprit était ailleurs. À 7h52, on la vit quitter l'école, tournant à gauche sur la route principale qui menait vers la sortie ouest de Maple Ridge, le même itinéraire qu'elle prenait chaque matin pour rentrer chez elle. Les caméras de circulation capturèrent une image floue de sa voiture, passant un feu à l'intersection près de Birch Street. Après cela, plus rien. Pas de témoins, pas de traces de pneus, aucun signe qu'elle soit jamais rentrée. Quand la journée d'école se termina, les premières fissures apparurent dans la routine. Rachel était toujours en avance pour venir chercher ses enfants, l'une de ses mères qui arrivait 15 minutes avant la sonnerie. Mais cet après-midi-là, sa place habituelle dans la file d'attente restait vide. Le directeur, pensant qu'elle était coincée dans les embouteillages, garda Evan et Grace un peu plus longtemps dans son bureau. À 15h40, alors que le parking était désert, un appel fut passé à Michael. Il répondit depuis son chantier, confus d'abord, puis inquiet. Rachel n'avait pas envoyé de message, n'avait pas appelé, n'avait rien mentionné. Lorsqu'il arriva à l'école, les 2 enfants l'attendaient avec des yeux inquiets, leur sac à dos toujours sur les épaules. L'école qualifia la situation d'inhabituelle. Pour Michael, c'était tout simplement impossible. À 17h15, la maison des Monroe était remplie du murmure confus des proches qui appelaient, des voisins qui passaient et des amis qui tentaient de comprendre. Le téléphone de Rachel tombait directement sur la messagerie vocale. Son sac à main n'était pas à la maison. Ses cartes de crédit n'avaient pas été utilisées. Le dîner était à moitié préparé sur le comptoir de la cuisine, du poulet décongelant dans un bol d'eau, intact. À 18h, Michael contacta le bureau du shérif. Un adjoint arriva dans l'heure.
prit un rapport préliminaire et classa l'affaire comme une disparition inquiétante d'adultes. Ces mots ne prendraient leur plein sens que bien plus tard. Pour l'instant, les questions de l'adjoint semblaient mécaniques. Quel itinéraire prenait-elle? Qui aurait-elle pu voir? Souffrait-elle de dépression? Y avait-il eu une dispute? La réponse à toutes ces questions était non. À 21h, le shérif lui-même autorisa un avis de recherche pour une Toyota Camry Bordeaux de 2008, plaque d'immatriculation VXK342. Les voitures de patrouille commencèrent à sillonner les autoroutes et les routes secondaires. Les quelques caméras de surveillance de la ville furent vérifiées. Aucune ne montrait la voiture. En quittant la route principale, la nuit tomba sur Maple Ridge comme un rideau. La lueur des Porsche se déversait sur les pelouses humides tandis que les chercheurs parcouraient la zone près de l'école avec des lampes de poche. La famille Monroe veillait en silence, chaque minute semblant plus lourde que la précédente. Evan était assis près de la fenêtre, refusant d'aller se coucher. Grace s'endormit en serrant une écharpe de sa mère. À 2h du matin, un officier revint pour informer Michael. Aucun signalement, aucune activité, aucune trace de Rachel ou de sa voiture. C'était comme si elle avait été arrachée au monde en plein jour, sans un bruit, sans une lutte. Au lever du soleil, la nouvelle commença à se répandre. Les stations de radio locales mentionnèrent la disparition d'une mère de 2 enfants dont la voiture restait introuvable. Des bénévoles se rassemblèrent au centre communautaire à 8h du matin pour coordonner les recherches. Le bureau du shérif divisa la zone en secteurs sur un rayon de 25 km, couvrant des étendues boisées, des chemins de terre et des lits de ruisseaux, où les accidents passaient parfois inaperçus. L'une des premières équipes suivit Old Birch Road, une route étroite bordée de pins denses. C'était près de l'endroit où le téléphone de Rachel avait émis son dernier signal, bien qu'à ce moment-là, personne ne le sut encore. Des traces de pneus apparaissaient et disparaissaient. Rien ne sortait de l'ordinaire. Des hélicoptères se joignirent aux recherches en fin de matinée, scrutant les fossés et les ravins. Les voisins décrivaient la disparition de Rachel comme quelque chose d'irréel. Les Monroe n'étaient pas le genre de famille à disparaître. Elle était stable, routinière. Elle avait des amis, une famille, des projets pour le week-end. Il n'y avait pas de lettres, pas d'indices, pas de signes de détresse. Les enquêteurs vérifièrent les stations-service, les magasins et les parkings des environs. Aucune voiture correspondant à la sienne n'apparaissait sur les caméras. Si Rachel avait disparu volontairement, elle avait tout laissé derrière elle. Ses enfants, son téléphone, ses cartes, son avenir. Dans l'après-midi du deuxième jour, le ton changea. Ce qui avait commencé comme une recherche pleine d'espoir se transforma en une tentative de contenir l'impensable. Des amis arrivèrent chez les Monroe avec des plats cuisinés et de l'eau en bouteille. Le langage silencieux du deuil commençait à remplir les espaces où les mots ne servaient plus à rien. Les journalistes se rassemblèrent près des marches du bureau du shérif, posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Y avait-il un suspect? Son téléphone avait-il été tracé? Suspectait-on un acte criminel? Le shérif, fatigué et sans expression, ne dit à la presse que ce qu'il pouvait. Nous explorons toutes les zones possibles. Nous n'excluons aucune piste. Les équipes médico-légales inspectèrent l'ordinateur portable et les relevés téléphoniques de Rachel.
Le dernier appel sortant avait été passé à Michael la veille au sujet d'une liste de courses. Le dernier message, un simple « Je t'aime, à demain matin ». Rien d'inhabituel, rien de désespéré. Mais ce qui troublait le plus les enquêteurs, c'était l'intervalle de temps, une fenêtre de 20 minutes entre le moment où elle avait quitté l'école et celui où son téléphone avait cessé d'émettre. C'était comme si elle s'était volatilisée dans ce bref instant entre une vie et une autre, sans laisser la moindre trace. Ce soir-là, la maison des Monroe se remplit à nouveau, mais cette fois dans le calme. Les détectives s'assirent à la table de la salle à manger, des cartes et des photos étalées devant eux. Les membres de la famille chuchotaient dans le couloir, leurs mots doux et décousus. Les enfants furent couchés dans la chambre de leurs parents, trop effrayés pour dormir seuls. Dehors, la pluie commença à tomber, d'abord légère, puis continue. Les lumières des porches brillaient à travers la brume, tandis que les adjoints du shérif passaient lentement en voiture, espérant un signe accidentel, le reflet d'un métal dans un fossé, une explication qui pourrait mettre fin au cauchemar. Mais rien ne vint. Quand le jour se leva, cela faisait 24 heures que la voiture de Rachel avait été vue pour la dernière fois. À présent, sa photo circulait sur les réseaux sociaux, partagée par des inconnus qui ne l'avaient jamais rencontrée. Des affiches furent placardées dans les stations-service, aux arrêts de bus et aux feux de circulation. Chacune portait la même question sous sa photo. Avez-vous vu cette femme? Les jours suivants, la maison familiale devint une sorte de centre de commandement. Les détectives allaient et venaient. Les voisins apportaient du café et des couvertures, et les bénévoles se rassemblaient autour des tables de la cuisine pour se répartir les secteurs sur les cartes. Mais chaque jour qui passait semblait plus lourd que le précédent. L'optimisme qui avait soutenu tout le monde pendant les premières heures commença à se fissurer sous le poids du silence. Michael restait éveillé la plupart des nuits, répondant à des appels qui ne menaient nulle part. Des gens prétendaient avoir vu une femme correspondant à la description de Rachel sur une aire de repos, dans un restaurant, sur un parking de la route 19. Chaque piste fut vérifiée. Chacune se dissipa dans le néant. Au 4e jour, les enquêteurs commencèrent à comprendre la sinistre réalité. Il n'y avait aucun témoin, aucune trace de la voiture, aucune preuve d'un accident. Même son téléphone, la seule technologie qui aurait pu détenir une réponse, s'était complètement éteint à 8h11 du matin. L'affaire était passée de disparition à mystère. La 6e nuit, le shérif s'assit avec Michael dans le salon. La pluie frappait contre la fenêtre, tandis qu'il lui annonçait doucement ce qu'il savait déjà. Ils allaient étendre les recherches au-delà des limites du comté. Les parents de Rachel arrivèrent le lendemain matin de Caroline du Nord. Ils trouvèrent la maison imprégnée de son parfum, ses chaussures toujours alignées près de la porte, sa tasse préférée encore dans l'évier. À la fin de cette semaine, toutes les explications plausibles avaient commencé à s'effondrer. La ville était agitée, le cycle des nouvelles incessant. Mais les preuves refusaient de coopérer, et ce premier dimanche soir, alors que les enfants dormaient et que le dernier adjoint du shérif s'éloignait du trottoir, Michael se tenait près de la fenêtre en silence, fixant un lampadaire se reflétant sur l'asphalte humide, une rue que sa femme aurait dû emprunter ce matin-là, mais qu'elle n'avait jamais prise. Quelque part entre le parking de l'école et cette allée vide, Rachel Monroe avait disparu dans les airs et personne ne pouvait expliquer comment. Les recherches pour retrouver Rachel Monroe
reprirent avant l'aube du deuxième jour de sa disparition. Adjoints, pompiers et des dizaines de bénévoles se rassemblèrent sur le parking de l'école primaire de Ridgeview, le dernier endroit où on l'avait vu. Ils formèrent des lignes, s'agrippant à des cartes plastifiées et des lampes de poche, dans cette sorte de coordination silencieuse qui ne se produit que lorsque la peur dépasse les mots. L'air sentait la terre humide et les gaz d'échappement, tandis que les équipes se déployaient à travers le brouillard. Chaque direction menait vers un terrain de plus en plus sauvage. Des crêtes boisées, des fermes abandonnées et des chemins de terre envahis par les pins. Le bureau du shérif coordonna ce qui devint rapidement l'une des plus grandes opérations de recherche que le comté ait jamais connues. Des hélicoptères volaient à basse altitude au-dessus des berges de la rivière, utilisant l'infrarouge pour détecter des signatures thermiques. Des drones bourdonnaient au-dessus des ravins où des véhicules auraient pu passer inaperçus. Des équipes de plongeurs sondaient les étangs et les fossés de drainage, tandis que des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres se frayaient un chemin à travers les fourrés de ronces et les feuilles mouillées. Chaque heure apportait un nouvel espoir, mais à la tombée de la nuit, le sol n'avait toujours rien livré. Pas de traces de dérapage, pas de verre brisé, aucun signe d'une voiture ayant quitté la route. Les enquêteurs obtinrent les relevés téléphoniques de Rachel à la fin de la première semaine. Les données situaient son dernier signal actif à 8h11, environ 15 minutes après avoir quitté l'école. Le signal provenait d'une antenne en périphérie de la ville, le long d'un couloir rural près de Old Birch Road, une direction qui n'avait que peu de sens. Elle conduisait rarement par là. La zone était un patchwork de vieilles terres agricoles et de sentiers forestiers qui n'avaient pas été entretenus depuis des années. Pour les détectives, ce simple signal devint à la fois une piste et une malédiction. Il était assez précis pour restreindre la carte, mais assez large pour cacher un millier d'impasses. Lorsque les adjoints arrivèrent dans la zone, ils découvrirent que Old Birch Road se divisait en un enchevêtrement confus de chemins non balisés. Beaucoup se perdaient dans des ravins ou s'arrêtaient à des portails enchaînés. La pluie rendait le sol instable, effaçant toute trace qui aurait pu être laissée. Les équipes tentèrent de draguer le ruisseau peu profond qui longeait la route, mais les crues rendirent l'opération impossible. Le terrain résistait à tous les efforts. De retour au bureau du shérif, les analystes croisèrent les données des caméras de circulation. Ils réussirent à suivre la Camry de Rachel après l'intersection de Birch Street près de l'école, puis plus rien. La série de caméras suivantes, à seulement 8 km de là, ne montrait aucune trace de son passage. Entre ces deux points, le signal s'était éteint. Ce tronçon fut bientôt surnommé la faille par les enquêteurs. À mesure que les jours se transformaient en semaines, cette faille consuma l'enquête. Les détectives parcoururent tous les itinéraires possibles, enregistrant chaque chemin qu'elle aurait pu emprunter dans cette fenêtre de 20 minutes. Ils interrogèrent les livreurs, les agriculteurs, tous ceux qui vivaient le long de ce couloir. Personne n'avait vu la Camry. Personne ne se souvenait avoir entendu un accident. Pendant ce temps, les rumeurs se propageaient dans la ville. Dans des endroits comme Maple Ridge, les spéculations comblent le silence plus vite que les faits. Certains se demandaient si Rachel était partie volontairement. D'autres s'interrogeaient sur Michael, son mari. Bien que son alibi le plaçât à son travail à des kilomètres de là, les rumeurs de petite ville ne connaissent pas de frontières. Les détectives le convoquèrent 2 fois pour interrogatoire.
Ils posèrent des questions sur l'argent, les liaisons, le stress, tout ce qui pourrait suggérer un mobile ou une instabilité. Ses réponses ne varièrent jamais. Il ne craqua qu'une seule fois, demandant s'ils avaient vérifié la carrière près de la route 19, le même endroit que son équipe croisait souvent en allant au travail. Il l'avait fait. Il n'y avait rien. La vie des Monroe devint un livre ouvert. Finances, journaux d'appel, historiques de navigation, tout était impeccable. Le dernier message de Rachel restait ce simple bonne nuit à son mari. Sa messagerie vocale, réécoutée, était chaleureuse, ordinaire et douloureusement finale. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, les équipes de recherche s'amenuisèrent. La première vague de bénévoles, amis, collègues, membres de l'Église retourna à sa vie. De nouveaux volontaires vinrent des comtés voisins, des étrangers attirés par la couverture médiatique croissante de l'affaire. Chacun apporta de nouvelles théories, un nouvel espoir, et repartit avec le même vide. En décembre, le bureau du shérif avait enregistré plus de 200 signalements. Aucun n'avait abouti. L'affaire n'épuisait pas seulement les énergies. Le fonds de recherche diminua. Les heures d'hélicoptère furent réduites. Les vols de drones cessèrent, sauf pour des zones ciblées. Le poste de commandement autrefois animé du centre communautaire semblait désormais creux, ses murs couverts de cartes jaunies parsemées d'encre rouge où chaque épingle marquait un échec. Les enquêteurs s'accrochèrent à la technologie pour combler le vide. Ils demandèrent les données des antennes relais pour tout numéro inconnu ayant borné près de la dernière position connue de Rachel ce matin-là. Des dizaines apparurent, mais rien ne sortit du lot. Ils croisèrent les transactions par carte de crédit dans 3 comtés. Toujours rien. Sa voiture n'apparut jamais sur les caméras de péage, dans les parkings ou les fourrières. C'était comme si le véhicule était tombé à travers la terre. Au sein de la maison Monroe, la recherche laissa des cicatrices invisibles. Evan ne quittait plus sa chambre. Grace demandait si sa mère pouvait être dans un hôpital quelque part, confuse, attendant qu'on la retrouve. Michael essayait d'y croire aussi, mais il commença à se réveiller au son des pneus dans l'allée, convaincu que chaque bruit était son retour. Au printemps, le bureau du shérif réduisit l'enquête à une équipe squelettique. Les détectives principaux et un analyste. Ils avaient déjà interrogé plus de 80 personnes, revisité chaque centimètre de route entre l'école et l'antenne relais et fouillé le lac voisin au sonar. Les résultats étaient toujours les mêmes. De l'eau vide, un sol propre, des bois silencieux. 6 mois après la disparition, l'affaire attira l'attention d'une unité régionale spécialisée dans les personnes disparues. Ils apportèrent un regard neuf, établirent des profils psychologiques et comparèrent la disparition de Rachel à des cas similaires non résolus dans les États voisins. Aucune correspondance. Sa vie ne montrait aucun signe de planification, pas de retrait d'argent soudain, pas de correspondance secrète. Les théories divisaient la ville. Certains croyaient qu'elle avait été enlevée. D'autres murmuraient qu'elle avait pris un mauvais virage sur une route secondaire, menant à un accident mortel caché à la vue de tous. Mais si c'était le cas, quelqu'un aurait trouvé quelque chose. Du métal, du verre, des taches d'huile. Plus le silence s'éternisait, plus la vérité semblait étrange. À la fin de l'été 2011, la plupart des affiches s'étaient enroulées à cause de l'humidité, leurs bords décolorés par le soleil. Les équipes de recherche se réduisirent à une poignée d'habitants qui refusaient d'abandonner. L'un d'eux était le père de Rachel, qui revenait chaque week-end pour parcourir les mêmes routes secondaires, espérant apercevoir un vêtement, un reflet,
n'importe quoi. Il ne trouva jamais rien. 14 mois après la disparition, le comté transféra officiellement le dossier à la division des affaires classées. Les détectives emballèrent les preuves, archivèrent les rapports et apposèrent une étiquette avec cette finalité silencieuse qui survient lorsque l'espoir ne tient plus dans la paperasse. À Maple Ridge, la vie continua, parce qu'elle le devait. De nouveaux visages remplirent les salles de classe. De nouvelles familles s'installèrent, et la maison des Monroe devint finalement plus silencieuse. Mais certaines choses ne changèrent jamais. La photo de Rachel était toujours accrochée au tableau d'affichage du bureau du shérif. Son nom restait sur la liste des affaires non résolues actives. Et quelque part, niché entre les relevés téléphoniques et les cartes de recherche, se trouvait une note persistante griffonnée par le détective principal. Trouvez la voiture, c'est la voiture qui racontera l'histoire. Pendant des années, personne ne sut à quel point il avait raison. Dans les années qui suivirent la disparition de Rachel Monroe, le temps devint un étrange compagnon pour ceux qu'elle avait laissés derrière elle. Les premiers mois avaient été frénétiques, remplis de mouvements et de bruit. L'écho des hélicoptères, les aboiements des chiens de recherche dans les bois, le froissement des bottes sur les feuilles. Mais à la fin de cette première année, le silence s'installa. Le bruit s'estompa, mais les questions ne disparurent jamais. Les détectives gardaient le dossier de Rachel sur leur bureau, le rouvrant tous les quelques mois pour suivre la moindre rumeur ou le moindre indice. Certaines pistes venaient d'une réelle inquiétude, d'autres de personnes qui voulaient simplement faire partie de quelque chose. Chacune promettait une percée, et chacune se dissolvait dans le même vide. L'une des premières théories se concentra sur un possible enlèvement. Old Birch Road, où son téléphone avait borné pour la dernière fois, longeait un réseau de routes secondaires isolées, connues pour leur faible visibilité et leurs patrouilles peu fréquentes. Les enquêteurs envisagèrent l'idée que Rachel se soit arrêtée, peut-être pour un pneu crevé, peut-être pour autre chose, et que quelqu'un se soit arrêté pour l'aider. Mais aucune preuve médico-légale ne vint jamais étayer cette hypothèse. La zone fut passée au peigne fin sur des kilomètres. Aucun fragment de pneu, aucun objet personnel abandonné, aucune trace de lutte. La deuxième théorie se rapprochait de son entourage. Les détectives interrogèrent à nouveau toutes les personnes ayant interagi avec Rachel dans ces derniers jours. Collègues, voisins, même d'anciens amis. Un homme en particulier, un agent d'entretien de l'école où elle déposait ses enfants, devint brièvement une personne d'intérêt. Il avait quitté la ville une semaine après sa disparition pour s'installer dans le Tennessee. Mais son ADN, testé des années plus tard, ne correspondait pas à la faible trace de matière biologique retrouvée sur une ceinture de sécurité déchirée près d'un ancien chantier de construction. La piste fut officiellement classée. En 2013, 3 ans après la disparition, l'affaire était devenue ce que les enquêteurs appelaient discrètement un dossier vivant. Il restait ouvert, actif de nom seulement, attendant que quelque chose de nouveau émerge. Les progrès technologiques offraient des bouffées d'espoir occasionnelles. Avancées dans la triangulation des antennes relais, expansion des bases de données de véhicules, nouveaux outils de radar à pénétration de sol. Chaque fois qu'une nouvelle méthode apparaissait, les détectives retournaient aux mêmes endroits, espérant que la Terre finirait par livrer son secret.
Mais rien ne se produisit jamais. Pour la famille Monroe, le temps s'écoulait différemment. Evan avait maintenant 12 ans, assez grand pour sentir le changement dans la façon dont les gens parlaient autour de lui. Ses amis le traitaient avec précaution. Les enseignants évitaient de mentionner l'anniversaire de la disparition. Il portait une culpabilité qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Ce matin-là, il avait supplié sa mère de conduire plus vite pour ne pas être en retard à l'école. Dans son esprit, ce simple moment le liait à jamais à sa disparition. Grace gérait la situation de manière opposée. Elle refusait de parler de sa mère. Lorsque les conseillers tentaient de l'aider, elle devenait silencieuse, le regard fixé au loin. Elle commença à dessiner dans ses cahiers des routes et des forêts, avec toujours des voitures à moitié cachées par les arbres. Michael faisait ce qu'il pouvait pour empêcher la famille de s'effondrer. Il retourna au travail, assista à chaque point de presse du shérif et s'adressa aux médias lorsqu'on le lui demandait. Son espoir, tenace mais fragile, s'étirait sur des années qui refusaient de lui offrir la paix. Il porta son alliance bien après que la plupart des gens l'auraient retirée. Lorsqu'il finit par se remarier en 2015, ce fut bref. Moins un nouveau départ qu'une tentative de combler un vide trop grand pour être traversé. Le mariage se termina en moins d'1 an. Il confia à ses amis que son cœur n'avait jamais vraiment quitté ce matin d'octobre. À peu près à la même époque, 2 nouveaux noms firent surface comme suspects potentiels, des hommes liés à une série de vols le long de la route 19. Tous deux avaient des antécédents de violence et se trouvaient dans la région la semaine où Rachel avait disparu. L'espace d'un instant, on crut que l'affaire allait enfin s'éclaircir, mais les analyses scientifiques les écartèrent rapidement. Leurs véhicules ne correspondaient pas, leurs alibis étaient solides et aucun lien matériel ne les rattachait à la disparition de Rachel. Tandis que les années défilaient, Maple Ridge apprit à vivre avec cette histoire. Elle devint partie intégrante du folklore local, une chose que l'on murmurait aux nouveaux arrivants. « C'est la route où la femme Monroe a disparu », disait-il en désignant du menton l'embranchement envahi par la végétation à la sortie de la ville. L'histoire se transformait à chaque récit. Certains disaient qu'elle fuyait des dettes, d'autres juraient qu'elle s'était construit une vie secrète, loin de tout. Rien de tout cela ne correspondait à la véritable Rachel, mais les rumeurs n'ont pas besoin de vérité pour survivre, seulement de temps. En 2017, le bureau du shérif, désormais sous une nouvelle direction, numérisa les anciens dossiers. Celui de Rachel fut intégré à la base de données des personnes disparues avec une note spéciale, à signaler pour récupération potentielle si le véhicule est retrouvé. Pour les enquêteurs, cette phrase avait un sens précis. La voiture était la clé. Tant qu'elle ne serait pas retrouvée, toutes les autres théories reposaient sur du sable. La même année, un analyste des affaires non résolues utilisa des images satellites modernes pour réexaminer des parcelles du comté où des glissements de terrain avaient modifié le paysage. Plusieurs véhicules furent localisés, des épaves abandonnées, des berlines volées, mais aucun ne correspondait à la Camry Bordeaux de Rachel. L'image de sa voiture, perdue quelque part sous les broussailles ou la terre, hantait l'équipe. Un détective compara leur quête à « chercher une ombre qui s'est déplacée ». Pendant ce temps, la technologie continuait de progresser. L'analyse ADN devint plus sensible. Des modèles de recherche assistés par intelligence artificielle cartographièrent les probabilités de terrain et une nouvelle base de données de l'État commença à croiser les informations sur les véhicules disparus de longue date.
Chaque avancée ravivait une vague d'optimisme. Chacune se terminait de la même manière. Rien de nouveau, aucune trace, aucun signe de Rachel. Chez les Monroe, les photographies d'elle commençaient à se décolorer. Le cadre sur la cheminée montrait toujours Rachel, souriante aux côtés de ses enfants devant leur maison, le soleil sur son visage, ignorant les années qui allaient suivre. La photo devint à la fois un réconfort et un tourment. En 2019, Evan était à l'université, étudiant la criminologie. Ses amis disaient qu'il voulait devenir le genre d'enquêteur qui n'abandonne pas quand les pistes se refroidissent. Grace, plus discrète, choisit l'art-thérapie. Elle peignait des paysages remplis de brouillard et de forêts, avec toujours une route qui disparaissait quelque part à l'horizon. Chaque année, en octobre, le bureau du shérif tenait un bref communiqué de presse pour rappeler au public que l'affaire Rachel Monroe restait ouverte. Les détectives se tenaient devant les caméras, rediffusaient sa description et lançaient un appel à témoins. Chaque année apportait une poignée de nouveaux appels, quelques fausses pistes et une nouvelle déception. La douleur devint une procédure. En privé, certains enquêteurs admettaient la vérité qu'ils ne pourraient jamais prononcer publiquement. Sans le véhicule, ils étaient dans l'impasse. La voiture devait être quelque part. Elle n'avait pas pu s'évanouir. Mais avec des milliers d'hectares boisés et de profonds ravins entourant Maple Ridge, la retrouver semblait impossible. En 2021, une agence externe examina brièvement le dossier à l'aide d'algorithmes de recherche avancés qui cartographiaient les zones d'accidents probables en fonction de l'altitude et de l'état des routes. L'analyse produisit un ensemble de 6 sites potentiels où un véhicule aurait pu quitter la route sans être vu. Les équipes vérifièrent chacun d'eux. Elles trouvèrent de vieux pneus, du matériel agricole rouillé et des débris métalliques, mais aucune trace de la Camry de Rachel. Après cela, l'affaire retomba dans le long silence des histoires non résolues. Les enfants devinrent adultes, les cheveux de Michael grisonnèrent, et le monde autour d'eux continua d'avancer. Mais au sein de la famille Monroe, le temps s'était arrêté 14 ans plus tôt. Le dernier enquêteur assigné au dossier décrirait plus tard la situation ainsi. C'est comme si la route l'avait avalé. Et quelque part dans les archives du comté, enfoui dans une boîte en carton étiquetée Monroe, R, se trouvait une unique note manuscrite du tout premier détective sur l'affaire, un rappel pour chaque nouvel officier qui reprendrait le flambeau. Trouvez la voiture raconte l'histoire. Ils ne le savaient pas encore, mais dans les 3 ans qui suivraient, la Terre allait enfin révéler ce qu'elle cachait depuis si longtemps. Au début de l'année 2024, les montagnes Blue Ridge furent frappées par l'une des pires tempêtes hivernales de la décennie. Des pluies torrentielles s'abattirent sur les vallées pendant des jours, transformant les ruisseaux en rivières et arrachant des pans de collines. Des routes s'effondrèrent, des ponts cédèrent et des versants entiers de terre glissèrent dans les ravins. Pour la plupart des habitants, la tempête fut synonyme de coupure de courant et de caves inondées. Mais pour un randonneur, elle allait signifier la découverte de quelque chose d'enfoui depuis bien plus longtemps que quiconque ne l'imaginait. Une semaine après le passage de la tempête, un photographe animalier local nommé Aaron Drake s'aventura sur un sentier reculé près de Maple Ridge. Il documentait les dégâts pour un magazine de conservation, photographiant les arbres abattus et les chemins érodés, quand quelque chose attira son regard. Une parcelle de terre brune, fraîchement exposée, creusée par le ruissellement. Au milieu de cette pente boueuse, il y avait un éclat de métal,
presque invisible sous un enchevêtrement de racines et de broussailles. Il pensa d'abord à un vieux débris agricole. Puis, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les arbres, il distingua la faible courbe d'un toit écrasé, la peinture délavée en un brun rougeâtre terne. Aaron s'approcha et comprit qu'il regardait l'épave d'un véhicule presque entièrement enseveli dans l'argile. La forme, la couleur, tout semblait vieux, datant peut-être de plusieurs décennies. Il prit quelques photos et les envoya au bureau du shérif avec les coordonnées. Lorsque les adjoints arrivèrent plus tard dans l'après-midi, ils reconnurent immédiatement la marque et le modèle. C'était une Toyota Camry de la fin des années 2000, Bordeaux. Une équipe de remorquage fut appelée, mais l'endroit était si isolé et la pente si raide qu'il fallut construire une voie d'accès temporaire pour commencer l'extraction. Pour les officiers qui travaillaient dans le comté depuis assez longtemps, au moment où ces détails furent communiqués à la radio, ils surent exactement de quoi il pouvait s'agir. Moins d'une heure plus tard, l'un d'eux le confirma. Le numéro de plaque correspondait. VXK 3042, le véhicule immatriculé au nom de Rachel Monroe, la mère de famille disparue 14 ans plus tôt. Le lieu de la découverte se situait à près de 50 km du dernier signal de son téléphone. Il se trouvait en contrebas d'un virage serré sur une route de service forestière fermée au public depuis longtemps, dissimulée par des décennies de végétation luxuriante. L'angle de la pente rendait la voiture presque impossible à voir depuis la route principale. Sans savoir où chercher, elle aurait pu rester enfouie pour toujours. Les équipes de recherche et de sauvetage passèrent 2 jours à stabiliser la pente avant de commencer la récupération. La voiture s'était immobilisée, le nez en avant, coincée entre un bosquet de chênes et la rive rocheuse d'un ruisseau peu profond. La boue et les feuilles l'avaient scellée au fil des ans, préservant l'intérieur mieux que prévu. Lorsque les enquêteurs ouvrirent enfin la portière côté conducteur, l'air qui s'en échappa portait une odeur de décomposition et de métal imbibé de pluie. À l'intérieur, derrière le volant, reposaient des restes humains. Le squelette était affaissé vers l'avant, les os maintenus ensemble par des lambeaux de tissu qui avaient pu être un cardigan gris. Mais quelque chose clochait dans cette scène. Le siège du conducteur était reculé au maximum, si loin qu'une femme de la taille de Rachel, à peine 1,63 m, aurait eu du mal à atteindre les pédales. Le volant ne portait aucune trace d'impact. Le pare-brise, bien que fissuré, n'avait pas éclaté vers l'extérieur. Les enquêteurs photographièrent chaque centimètre carré avant de déplacer le moindre objet. Le levier de vitesse était au point mort. Le frein à main était desserré. L'airbag côté passager ne s'était pas déployé. Et tandis que la majeure partie du tableau de bord s'était désintégrée sous l'effet de l'humidité, la boîte à gants était restée scellée. En la forçant, ils ne trouvèrent qu'une vieille carte d'assurance, une immatriculation expirée et une petite paire de lunettes de soleil couvertes de poussière. Les experts de la police scientifique relevèrent la position finale du véhicule et utilisèrent un scanner laser pour créer un modèle 3D de la pente. Cela ne ressemblait pas à un accident. Il n'y avait aucune entaille dans la terre suggérant une descente violente, aucun éclat de verre au bord du précipice. La pente était assez raide pour qu'une voiture puisse rouler si elle était poussée ou laissée en roue libre, mais pas assez pour qu'elle tombe par accident. Cela semblait délibéré. Lorsque le squelette fut retiré et envoyé pour analyse, les archives dentaires confirmèrent ce que tout le monde soupçonnait déjà. Après 14 ans de rumeurs, de recherches
et de questions sans réponse, les restes étaient bien ceux de Rachel Monroe. La nouvelle de la découverte parvint à la famille Monroe ce soir-là. Michael Monroe, maintenant âgé de 50 ans et vivant depuis longtemps dans une autre région de l'État, reçut l'appel du shérif en personne. Sa voix se brisa en entendant les mots. Mais ce ne fut pas le choc qui le frappa. Ce fut quelque chose de plus calme, de plus lourd. Il avait passé des années à attendre un appel comme celui-ci, et pourtant, quand il arriva enfin, cela ne semblait pas réel. Evan et Grace furent informés plus tard dans la nuit. Tous deux étaient devenus adultes, menant des vies séparées. Mais à l'instant où ils entendirent le nom de leur mère, ils sentirent le temps s'effondrer. Pour eux, l'année 2010 ne s'était jamais vraiment terminée. Alors que les enquêteurs commençaient leur première inspection de la voiture, ils remarquèrent plusieurs détails qui ne cadraient pas avec la théorie d'une conductrice seule perdant le contrôle. Le sac à main de Rachel fut retrouvé sur la banquette arrière, encore fermé. Son téléphone portable avait complètement disparu. La clé de contact était en position accessoire, pas complètement tournée. Et sur le plancher côté passager, à moitié enfoui sous des couches de limon et de débris, l'un des techniciens repéra le coin d'un plastique décoloré, une sorte de pochette scellée, gorgée d'eau, mais intacte. Ils l'extrairent avec précaution. À l'intérieur se trouvait quelque chose d'inattendu, un morceau de papier plié et un petit objet rectangulaire enveloppé dans un tissu en décomposition. Son contenu était trop fragile pour être identifié sur place. La pochette fut envoyée au laboratoire de la police scientifique pour une préservation contrôlée. Quoi que ce fût, cela avait été délibérément glissé sous le siège passager, hors de vue. Pendant ce temps, l'orientation du véhicule soulevait encore plus de questions. Le pare-choc avant ne présentait aucun dommage d'impact. Les pneus arrière étaient usés, suggérant qu'ils avaient tourné pendant que la voiture dévalait la pente. Les enquêteurs émirent de l'hypothèse que la Camry avait été poussée ou lâchée du haut de la pente, mise au point mort, et laissée dériver jusqu'à ce que la gravité prenne le relais. C'était une descente contrôlée, pas la chute chaotique d'un accident. Quand le laboratoire d'État commença à examiner la pochette scellée quelques jours plus tard, les résultats stupéfièrent tout le monde. Le papier était un reçu, l'encre pâle mais encore lisible sous une lumière UV. Il était daté du 14 octobre 2010, le matin de la disparition de Rachel. L'heure indiquait 8h27, environ 35 minutes après qu'elle eut déposé ses enfants à l'école. L'achat mentionnait une bouteille d'eau et une tasse de thé dans un petit café situé à 30 km de son dernier emplacement connu. L'objet enveloppé dans le tissu s'avéra être le couvercle en plastique d'un gobelet à emporter, fissuré mais reconnaissable. Les experts en graphologie confirmèrent que les faibles marques de stylo griffonné au dos du reçu correspondaient à l'écriture de Rachel. Un seul mot était écrit à côté du total. Merci. Ce seul détail changea tout. Il prouvait que Rachel était en vie et en mouvement bien après le moment supposé de sa disparition. Il la plaçait également à des kilomètres en dehors de la zone de recherche initiale, dans une direction opposée à celle où les enquêteurs avaient concentré leurs efforts pendant plus d'une décennie. La révélation rouvrit toutes les blessures que la famille avait tenté de refermer. Cela signifiait que Rachel n'avait pas disparu instantanément. Elle s'était arrêtée quelque part, avait acheté quelque chose, interagi avec quelqu'un. Et si elle avait fait cela, alors elle n'était pas simplement sortie de la route toute seule. Les journalistes affluèrent de nouveau à Maple Ridge.
L'histoire refaisant surface après 14 années de silence. Mais les détectives gardèrent pour eux les découvertes les plus troublantes. La position du siège, le levier de vitesse au point mort, la pochette soigneusement dissimulée. Ces détails laissaient entrevoir quelque chose de plus complexe, un moment de panique ou de tromperie qui s'était terminé avec sa voiture enfouie sous des décennies de terre et de secrets. Lorsque l'équipe d'enquête termina son travail sur le site, elle le marqua pour des fouilles plus approfondies. Sous les couches de boue, on devina de faibles empreintes d'un autre jeu de pneus s'éloignant du bord du ravin. Des traces légères, presque effacées par le temps, mais suffisamment visibles pour suggérer qu'un autre véhicule s'était trouvé là un jour. Pour les Monroe, la conclusion n'apporta aucun réconfort. Ils avaient retrouvé Rachel, mais la découverte ne soulevait que plus de questions. Que s'était-il passé pendant ces 35 minutes manquantes? Pourquoi avait-elle conduit si loin de son itinéraire habituel? Et, question la plus obsédante de toutes, qui était avec elle? 14 ans après sa disparition, la Terre avait enfin rendu sa voiture, mais les secrets qu'elle renfermait ne faisaient que commencer à émerger. Au laboratoire criminel de l'État, la pochette scellée provenant de la voiture de Rachel Monroe fut traitée comme une pièce à conviction venue d'un autre monde. 14 ans enfouis dans le sol avaient durci le plastique jusqu'à lui donner un aspect presque fossilisé. Les techniciens travaillèrent sous microscope, décollant lentement les couches, soucieux de ne pas détruire ce que le temps avait déjà presque effacé. Lorsque le contenu fut enfin séparé, deux objets émergèrent. Un reçu jauni et plié, et le couvercle en plastique brisé d'un gobelet. Tous deux avaient été soigneusement enveloppés dans un morceau de tissu déchiré, comme si quelqu'un avait voulu les préserver. Sous une lumière ultraviolette, l'encre du reçu se mit à réapparaître. L'heure indiquait le 14 octobre 2010, 8h27. Le lieu imprimé en haut du papier stupéfia toutes les personnes présentes dans la pièce. Le café du centre commercial Briarwood, à près de 30 km à l'est de Maple Ridge. Rachel s'y trouvait 35 minutes après avoir déposé ses enfants. L'achat était modeste, anodin, une bouteille d'eau, un thé. Mais le verso du reçu racontait une autre histoire. Écrit d'une écriture pâle et penchée, un seul mot. Merci. Un graphologue confirma qu'il s'agissait bien de l'écriture de Rachel. Les boucles du M et la subtile remontée à la fin du I correspondaient à des échantillons de ses journaux et à une signature sur une carte d'anniversaire provenant des vieilles affaires de la famille. Ce n'était pas seulement une correspondance, c'était une correspondance parfaite. Cela signifiait qu'elle n'avait pas disparu immédiatement après avoir quitté l'école. Elle était allée quelque part, avait commandé quelque chose, interagi avec quelqu'un et écrit cette note elle-même. Pour les détectives, le reçu n'ouvrait pas seulement une nouvelle piste, il fit voler en éclats toute la chronologie établie. Pendant 14 ans, chaque périmètre de recherche, chaque théorie, s'était basé sur l'hypothèse que Rachel avait disparu dans une courte fenêtre de temps après 8 heures du matin. Mais ce reçu la plaçait en vie, calme et délibérée, à des kilomètres de là où quiconque avait cherché. Les enquêteurs se rendirent sur le site de l'ancien centre commercial Briarwood, bien qu'une grande partie ait disparu en 2024. Le café avait changé de propriétaire plusieurs fois, et la plupart des employés de 2010 étaient partis depuis longtemps. Les enregistrements de surveillance de ce jour-là, bien sûr,
n'existait plus. À l'époque, les systèmes ne conservaient les enregistrements que 30 jours. Mais les détectives fouillèrent tout de même les archives, espérant trouver des registres de transactions, des listes d'employés ou quiconque se souviendrait d'une femme correspondant à la description de Rachel. Quelques anciens employés furent retrouvés et interrogés. L'un se souvenait vaguement d'une femme assise près de la fenêtre ce matin-là, seule, écrivant quelque chose sur une serviette. Un autre pensa que le nom lui était familier, mais sans certitude. Aucun ne put fournir un détail assez solide pour être vérifié, mais l'idée qu'elle ait pu être assise dans un lieu public buvant un thé, alors que le monde la croyait déjà disparue, était difficile à concevoir. De retour au laboratoire, les analystes étudièrent chaque trace sur le reçu. De minuscules particules de terre adhéraient au bord, compatibles avec le type de sol trouvé à l'intérieur de la voiture de Rachel, mais pas en dessous. Cela suggérait que la pochette avait été placée à l'intérieur après que le véhicule se soit immobilisé à son emplacement final. Quelqu'un, à un moment donné, avait ouvert la voiture et l'avait glissée sous le siège passager. Ce n'était pas un hasard. Les experts en reconstitution revisitèrent la trajectoire finale de la voiture en utilisant la cartographie laser 3D pour calculer les angles et les distances. Ils conclurent que le véhicule n'avait pas simplement dévalé la pente, il avait été guidé. Le levier de vitesse au point mort, le frein relâché, la pente mesurée avec une inclinaison juste suffisante pour qu'il glisse silencieusement dans le ravin sans se retourner. Quiconque avait fait ça connaissait le terrain. C'était une mise au rebut soigné, pas une tragédie accidentelle. Lorsque les enquêteurs comparèrent cette conclusion avec le reçu nouvellement découvert, une théorie glaçante commença à se former. Rachel n'était pas seule lorsque sa voiture a basculé. Quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui avait probablement placé la pochette contenant cette dernière trace de son existence sous le siège. S'agissait-il d'un mémorial, d'un indice ou d'une erreur? Impossible à dire, mais son emplacement était trop délibéré pour être ignoré. Les détectives recommencèrent à reconstruire sa dernière matinée depuis le début. Elle quitta l'école primaire de Ridgeview à 7h52. Elle fut vue pour la dernière fois tournant sur la route principale menant à l'ouest. Pourtant, à 8h27, son reçu la plaçait à l'est, à l'opposé de la ville, bien au-delà de la zone de recherche établie. Pour atteindre le centre commercial Briarwood, elle aurait dû faire demi-tour quelque part, traverser 2 autoroutes de liaison et parcourir près de 30 kilomètres en 35 minutes. Ce n'était pas impossible, mais c'était inhabituel. La routine de Rachel était prévisible, presque rituelle. S'écarter à ce point signifiait qu'elle avait une raison, quelque chose ou quelqu'un d'assez convaincant pour l'attirer dans cette direction. Les enquêteurs épluchèrent les données de trafic des intersections voisines, mais le stockage numérique de 2010 était primitif. Les enregistrements avaient été écrasés depuis longtemps. Même les registres de péage, qui auraient pu confirmer son itinéraire, n'étaient plus disponibles pour cette période. La piste s'arrêtait dans le silence. Pourtant, le reçu changea la façon dont les détectives percevaient les dernières heures de Rachel. Les experts en graphologie notèrent que la pression de son stylo sur le mot merci était ferme, non tremblante, un signe de calme. Il n'y avait aucun signe de détresse ou de tremblement. Il ne semblait pas avoir été écrit sous la contrainte. Ce détail amena certains à croire qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un qu'elle connaissait, peut-être un ami, un collègue ou une connaissance. Peut-être était-ce une rencontre qui avait pris une tournure sombre et inattendue. En parallèle, les psychologues légistes analysèrent la dissimulation de la pochette.
La façon dont elle avait été placée sous le siège passager, enveloppée et scellée, suggérait une préservation délibérée et non un acte de panique. Si c'était Rachel qui l'avait cachée, cela aurait pu être un acte d'autoprotection, une tentative instinctive de laisser derrière elle quelque chose qui confirmait qu'elle était encore en vie après 8 heures du matin. Mais si quelqu'un d'autre l'avait placée là, cela aurait pu être une façon de contrôler le récit, d'induire les enquêteurs en erreur, ou de laisser un message silencieux que personne ne comprendrait avant des années. Les détectives examinèrent également l'état émotionnel possible de Rachel. 14 ans d'enquête l'avaient dépeinte comme une femme stable, dévouée et prudente. Sa vie ne montrait aucun signe de secret ou d'instabilité mentale. Mais si elle s'était vraiment rendue à Briarwood ce matin-là, seule, cela pourrait signifier qu'elle avait l'intention de rencontrer quelqu'un en privé. L'achat, une bouteille d'eau et un thé, était trop modeste pour des courses familiales. C'était personnel, simple, le genre de commande que l'on passe en attendant quelqu'un. Les théories fusaient au sein de l'équipe d'enquête. Certains pensaient qu'elle avait retrouvé un collègue, peut-être d'un ancien travail, et que quelque chose avait mal tourné. D'autres suspectaient une mise en scène. Quelqu'un aurait utilisé sa carte de crédit, imité sa signature, puis placé le reçu plus tard pour manipuler la chronologie. Mais l'écriture était indubitablement la sienne, et l'analyse chimique de l'encre correspondait aux composés typiques de l'époque. Ce n'était pas un faux, c'était bien elle. À la fin de l'été, la brigade des affaires non résolues avait reconstitué une nouvelle chronologie probable. Rachel dépose ses enfants à l'école. Elle conduit vers l'est et non vers l'ouest. Vers 8h20, elle rencontre quelqu'un au Briarwood Café. Dans l'heure qui suit, quelque chose se produit, quelque chose qui la pousse, elle ou quelqu'un d'autre, à se débarrasser de sa voiture dans les bois, à 50 kilomètres de là. L'intervalle entre ces deux moments devint le nouvel épicentre de l'enquête. Et puis, il y avait la pochette elle-même. Pourquoi avait-elle survécu si longtemps, intacte sous le siège? La voiture avait été ensevelie sous la boue et les racines pendant plus d'une décennie. Pourtant, le plastique ne montrait aucun signe de déchirure ou de dommages thermiques, suggérant qu'il n'avait pas été placé là au moment de la disparition. Il aurait pu être ajouté plus tard par quelqu'un qui serait retourné à la voiture, peut-être même des années après, pour le déposer intentionnellement. Pour les enquêteurs, cette possibilité était la plus troublante de toutes. Cela signifiait que quelqu'un était revenu, quelqu'un qui savait où se trouvait la voiture bien avant tout le monde. Alors que les rapports du laboratoire automobile circulaient, une note apparut dans le journal de bord du détective, petite, presque négligée. Traces de pneus secondaires découvertes en haut de la pente, incompatible avec le modèle Camry. Cette unique phrase allait devenir le point de bascule de toute l'affaire. Le ticket de caisse avait rendu sa voix à Rachel pour la première fois en 14 ans. Mais il murmurait aussi autre chose. Une autre présence était là ce matin-là, une présence qui n'était pas encore prête à être découverte. 4 mois après la découverte de la voiture de Rachel Monroe, le bureau du shérif de Maple Ridge confia son dossier à une nouvelle unité régionale dédiée aux affaires non résolues. Le but n'était pas de rouvrir de vieilles blessures, mais de ramener l'ordre dans le chaos. La découverte avait tout changé, mais l'histoire n'avait toujours pas de fin. Les détectives savaient que la voiture de Rachel n'était pas arrivée là par accident. Quelqu'un l'avait placée là où elle ne pourrait jamais être trouvée.
Il ne leur restait plus qu'à découvrir qui et pourquoi. La nouvelle enquêtrice désignée était l'inspectrice Laura Pike, une femme discrète et méthodique, réputée pour sa capacité à réexaminer des preuves négligées. Elle passa sa première semaine à lire chaque page du dossier Monroe, transcriptions, dépositions, cartes et vieilles photos de scènes de crimes numérisées en PDF fragile. La plupart des enquêteurs cherchaient des schémas. Pike, elle, cherchait les absences, les noms qui n'apparaissaient qu'une fois, les détails qui ne s'intégraient pas parfaitement au récit que tout le monde avait accepté. La troisième nuit, en parcourant les entretiens de 2010, elle tomba sur l'un de ces noms, Daniel Harker. Il était répertorié comme un collègue de Rachel à l'époque, superviseur de la maintenance dans le même bureau administratif où elle travaillait à temps partiel à la paix. Le premier inspecteur lui avait parlé brièvement. Un unique paragraphe résumait leur échange dans le rapport. Il y était écrit qu'il n'avait aucune information pertinente, n'avait pas vu Rachel la semaine de sa disparition et avait depuis déménagé pour un autre emploi. Une note simple, procédurale. Pike s'arrêta sur la date 19 octobre 2010, 5 jours après la disparition de Rachel. En soi, cela ne signifiait rien. Mais lorsqu'elle vérifia l'adresse de réexpédition qu'il avait donnée, quelque chose d'étrange apparut. L'adresse n'était pas dans une autre ville. C'était à Bluff Creek, à seulement 15 kilomètres à l'est de l'endroit où la voiture de Rachel avait été découverte. La route y menant était connectée à un dédale de chemin de traverse que seuls les habitants du coin connaissaient, y compris la route forestière qui aboutissait au ravin où la voiture avait été retrouvée. Harker n'avait jamais été interrogé à nouveau. Son nom s'était volatilisé du dossier après ce seul rapport. Pike commença à fouiller les archives publiques. Daniel Harker avait 36 ans au moment de la disparition de Rachel. Il était divorcé et vivait seul. Ses dossiers d'emploi montraient qu'il avait quitté son entreprise subitement, sans préavis de 2 semaines, sans explication. Il y avait un unique rapport du service des immatriculations daté du 15 octobre 2010, le lendemain de la disparition de Rachel, une demande de plaque de remplacement suite à de légers dommages à l'arrière de son véhicule. Pike continua sa lecture, son pouls ralentissant, comme toujours lorsqu'un schéma commence à émerger du bruit ambiant. Harker était décédé d'une insuffisance cardiaque en 2018. Aucun casier judiciaire. Pas de parents en vie. Seulement une sœur cadette, Linda, qui vivait toujours en Virginie. Lorsque Pike la contacta, la voix de Linda trembla dès qu'elle entendit le nom. Elle dit qu'elle attendait cet appel depuis des années. Linda se souvenait de cette semaine avec une clarté effrayante. Son frère était rentré tard le soir de la disparition de Rachel. Il avait l'air secoué, livide. Sa main droite était écorchée et une ecchymose se formait sur sa joue. Il avait dit qu'il avait heurté quelque chose sur une route de campagne et avait fissuré le feu arrière de son pick-up. Elle n'y avait pas prêté attention à l'époque, mais elle n'avait jamais oublié l'odeur de boue et d'huile de moteur sur ses vêtements. Le lendemain matin, il l'avait passé à nettoyer son véhicule avec une obsession maniaque dans l'allée. Ce même véhicule, un vieux Ford F-150 bleu, avait été vendu des années avant la mort de Harker, mais les archives contenaient encore les détails de l'immatriculation. Pike demanda l'accès à toutes les photos archivées du pick-up, y compris celles de la déclaration de sinistre de Harker. Lorsque les images arrivèrent enfin, l'une d'elles, en particulier, la figea sur place. À l'arrière-plan d'une photo montrant le feu arrière fissuré, on distinguait une légère traînée de terre sur le pare-choc
l'empreinte de doigts longs et fins, comme si quelqu'un s'était agrippé au bord du véhicule en glissant. Elle ordonna à une équipe scientifique de retourner sur le site où la voiture de Rachel avait été retrouvée, non pas pour creuser, mais pour photographier le sol au-dessus de la pente avec une technologie d'imagerie plus récente. Ce qu'ils y trouvèrent avait été manqué lors du premier balayage de 2024. Deux faibles empreintes de pneus superposées, gravées dans le sol durci, juste au-delà de la ligne d'érosion. Le dessin de la bande de roulement, comparé aux vieilles photos d'assurance de Harker, correspondait presque parfaitement. C'était suffisant pour reconstituer le fil des événements. Le matin du 14 octobre 2010, Rachel dépose ses enfants à l'école. Vers 8h20, elle est au café du centre commercial Briarwood, où elle achète un thé et de l'eau. Entre 8h30 et 9h, elle reprend probablement la route vers l'ouest en direction de chez elle. Quelque part sur ce trajet, peut-être lors d'un détour, peut-être par hasard, elle rencontre Daniel Harker. Les détectives supposèrent que Rachel s'était peut-être arrêtée volontairement, soit parce qu'elle ne se sentait pas bien, soit pour répondre au salut de quelqu'un qu'elle connaissait. Peut-être pensait-elle que Harker avait besoin d'aide. Peut-être l'a-t-il arrêté pour lui parler. Des collègues avaient mentionné une tension entre eux à propos d'un conflit d'horaire au travail, un petit malentendu qui l'avait embarrassé publiquement. Personne n'avait pensé que c'était sérieux. Mais ce matin-là, peut-être que ça l'était. Si la confrontation était devenue physique, elle n'a peut-être pas duré longtemps. Une chute accidentelle, un coup porté dans la panique, ou une dispute qui se termine avec Rachel grièvement blessée. Harker, réalisant ce qu'il avait fait, aurait agi par pure peur. Au lieu d'appeler à l'aide, il a choisi la dissimulation. Il avait grandi à Maple Ridge. Il connaissait les routes de campagne qui serpentaient à travers les montagnes, y compris la vieille route de service que personne n'empruntait jamais. Les enquêteurs pensaient qu'il avait placé Rachel ou son corps inconscient dans sa propre voiture, l'avait conduite jusqu'au sentier d'accès, puis l'avait laissé dévaler le ravin. La pente était assez raide pour que la Camry roule et s'immobilise hors de vue, sous les arbres. Il est probablement revenu plus tard pour effacer les preuves, plaçant la pochette scellée sous le siège. Était-ce un acte de culpabilité ou une tentative de contrôler le récit? Difficile à dire. L'analyse scientifique rendait ce scénario difficile à réfuter. Le point mort, le siège reculé bien au-delà de la position de conduite de Rachel, l'alignement délibéré avec le précipice, les traces de pneus secondaires, tout s'emboîtait trop parfaitement pour être une coïncidence. Cela expliquait le téléphone manquant, l'absence de traces d'accident et même l'absence d'ADN autre que le sien à l'intérieur de la voiture. Ce que cela n'expliquait pas, c'était pourquoi il n'avait jamais avoué. L'inspectrice Pike ne cessait de se poser cette question. Harker avait vécu 8 ans de plus après la disparition de Rachel. Il avait enchaîné les petits boulots, changé d'adresse, et était finalement mort tranquillement dans son sommeil. Il ne s'était jamais manifesté, n'avait jamais laissé de mots. Mais peut-être, pensa-t-elle, que la pochette était son mot, la seule trace de remords qu'il avait pu se résoudre à laisser. Lorsque les conclusions de l'enquête furent présentées à la famille Monroe, la pièce devint silencieuse. Ce n'était pas la révélation qu'ils avaient imaginée pendant 14 ans. Il n'y avait pas de prédateur en série, pas de double vie secrète, pas de confrontation dramatique. Juste deux personnes ordinaires qui s'étaient croisées un matin ordinaire et une terrible erreur qui avait sombré dans le silence. Michael Monroe écouta sans interrompre.
Quand ce fut terminé, il dit seulement qu'il aurait souhaité que Harker soit encore en vie pour pouvoir lui demander pourquoi. Grace pleura doucement, tandis qu'Evan fixait la carte projetée sur le mur, la ligne rouge traçant la route de l'école jusqu'au ravin. Il dit que ça lui paraissait plus court que dans ses souvenirs. Par la suite, le bureau du shérif publia une déclaration finale classant l'affaire. Officiellement, la mort de Rachel Monroe fut qualifiée d'accidentelle avec dissimulation de corps. Officieusement, le dossier restait ouvert pour quiconque aurait besoin de le consulter à nouveau, car personne ne pouvait tout à fait se défaire du sentiment que quelque chose clochait encore. Dans les mois qui suivirent, l'histoire disparut des grosses titres. Le site où la voiture avait été retrouvée fut repris par la forêt. Seule une petite croix de bois subsistait au bord du précipice, placée là par la famille de Rachel. Les habitants du coin passaient encore devant en silence, ralentissant instinctivement, comme si l'air lui-même se souvenait. Pour ceux qui la connaissaient, la vérité n'apporta pas la paix, mais un poids. C'était un apaisement de façade, le genre qui vous laisse vous demander à quel point deux vies peuvent se frôler avant que l'une ne détruise l'autre. Finalement, la vérité n'était pas sinistre. C'était pire, c'était humain. Un moment de colère, un éclair de panique, une décision prise dans la peur qui avait enterré la vérité pendant 14 ans. Et dans les collines tranquilles au-dessus de Maple Ridge, la terre avait enfin parlé, mais juste assez pour rappeler à tous que certains secrets ne disparaissent jamais. Ils attendent simplement.